Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de cette édition, hier mercredi, tous les regards étaient une fois encore tournés vers le tribunal de première instance de Cotonou pour la reprise de l'affaire Danivor. Il s'agit bien évidemment du procès relatif à la disparition de Pierre Urbain Danivor, un cadre de l'administration des finances. Dans ce journal, le compte rendu de cette 4e journée d'audition. Nous parlerons également du lancement officiel du projet d'éducation financière et de protection des clients des services financiers décentralisés. C'est un projet ambitieux financé par la coopération luxembourgeoise dont l'objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin. Les détails dans un instant. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, Cotonou accueille du 8 au 12 avril prochain la 2e assemblée de formation et conférence du Rotary District 9103. L'annonce a été faite ce mercredi à Cotonou. C'est à travers une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont rendu public le calendrier de l'événement. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Lancement officiel ce jeudi du projet d'éducation financière et de protection des clients des services financiers décentralisés. L'objectif général de ce projet ambitieux financé par la coopération luxembourgeoise est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin. Ceci à travers l'amélioration de l'accès et l'utilisation des produits financiers et non financiers pour les populations. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Ouliat Sanoussi. C'est le lancement officiel du projet d'éducation financière et de protection des clients des services financiers décentralisés par le biais des guichets uniques de protection sociale GUPS et du programme BEN 005, Finances inclusives et innovantes, mise en œuvre par LuxDev. Ce moment marque une étape importante dans l'action des autorités béninoises pour l'inclusion financière et la protection sociale des populations. Le programme BEN 005 est conçu comme une réponse concrète à ces défis et vise à soutenir les objectifs de la SNIF, entendez Stratégie nationale de l'inclusion financière. Sa mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations béninoises à travers l'amélioration du cadre légal et réglementaire, à travers la mise en œuvre d'un programme national d'éducation financière et aussi la diversification des produits et services financiers. À travers ce programme, nous visons particulièrement les personnes adultes des 12 départements du pays, avec une attention particulière pour les jeunes adultes, les femmes et les populations rurales vulnérables. Le programme dure 37 mois et est financé pour un montant global de plus de 6 milliards de francs CFA par la coopération luxembourgeoise. La contribution de la coopération luxembourgeoise à l'atteinte des nombreux résultats attendus en termes d'inclusion financière se veut un engagement durable, structurant, dont l'exemple palpable est le programme Fininov BEN 005. L'inclusion financière est considérée non seulement comme un objectif pour les autorités, mais avant tout comme un outil de croissance économique. Le projet vise à contribuer à l'amélioration des connaissances et compétences financières digitales de la population béninoise à travers les GUPS, ex-centres de promotion sociale. Cette formation m'a beaucoup apporté. Comme quoi, ça a limité mes dépenses anarchiques. Ça m'a permis d'accroître mes revenus. Ça m'a donné beaucoup d'épanouissement. Ce programme d'éducation financière s'inscrit dans une approche transversale incluant toutes les parties prenantes qui contribuent à la promotion et à la surveillance du secteur de la finance inclusive. Elle s'engage à tirer le meilleur profit de l'appui de la coopération luxembourgeoise pour le bien-être de tous les acteurs et de la population béninoise en général. Hier mercredi, tous les regards étaient une fois encore tournés vers le tribunal de première instance de Cotonou pour la reprise de l'affaire Danivor. Ce procès suspendu le jeudi 13 mars 2025 après 3 jours d'audition s'est à nouveau ouvert. Hier mercredi, il s'agit bien évidemment du procès relatif à la disparition de Pierre Urbain Danivor, un cadre de l'administration des finances. Voici le compte rendu de cette 4e journée avec Hugues Vingbe. 10h30. C'est l'heure à laquelle s'est rouvert le procès Danivor au tribunal de première instance de Cotonou. Prenant la parole, le président des séants rappelle ce qui a été fait la semaine écoulée. Il rappelle aussi avoir pris une ordonnance pour des mesures d'instruction complémentaires. Après une suspension qui aura duré environ une demi-heure,
La Cour convoque à la barre le colonel Firmin Boko, contrôleur général de police. Il fut le président de la commission d'enquête installée pour élucider la disparition de Pierre Urbain Danivo. Principal protagoniste à être auditionné lors de cette journée, le colonel Firmin Boko fait plusieurs révélations relativement aux investigations menées sous sa direction. Je cite, « À titre préliminaire, nous nous sommes intéressés à l'environnement professionnel de M. Danivo. On a échangé avec ses collègues de service. Nous nous sommes aussi intéressés à ses contacts, les derniers appels qu'il a faits et reçus. On s'est rendu compte que c'est avec Alofa qu'il a beaucoup échangé avant sa disparition et Kodjo Alofa l'a reconnu dans ses déclarations. Il a eu à échanger également au téléphone avec une dame que nous avons écoutée et présentée en son temps au procureur. » Fin de citation. Toutefois, le colonel Firmin Boko avoue qu'il n'est pas en mesure d'affirmer l'existence de contacts entre les prévenus Kodjo Alofa et Donatien Amoussou. Soumis par ailleurs à un interrogatoire du ministère public, le colonel Firmin Boko nie toute relation avec le colonel Kouma Sebou et Julien Akpaki, l'ancien directeur général de l'ORTB. Selon lui, Donatien Amoussou aurait gardé un médicament dénommé Valium destiné à faire endormir les agents de Sagam afin de faire son opération. Cependant, le colonel Firmin Boko déclare ne pas avoir connaissance du nom de celui qui a asséné le coup de grâce à Danivo au moment où il commençait à s'affaiblir après la prise du produit. Il répondra ensuite aux questions des avocats de la partie civile. Sur le degré d'implication de Donatien Amoussou dans la disparition de Danivo, le colonel Firmin Boko répond « L'implication de Donatien Amoussou tient à ce que c'est lui qui a apporté les comprimés qu'on aurait donnés à Danivo. » À propos du rapport du médecin légiste sur les marques de violence que présente le cadavre de Danivo, M. Boko dit ne pouvoir apprécier, encore remettre en cause les observations d'un expert. Il soutient par contre avec insistance qu'au regard de ce qu'avait déclaré Alofa, que Danivo a été tué par strangulation après qu'il a pris des comprimés dont l'effet était de l'affaiblir, de l'endormir. Contrairement à ce que le colonel Kouma Sebou a déclaré au tribunal, en ce qui concerne les deux commissions d'enquête, Boko Firmin soutient qu'il n'y a eu dans ce dossier qu'une et une seule commission, celle dont il était le président. Entre-temps, Donatien Amoussou et Alofa sont passés à la barre pour réagir aux déclarations du colonel Firmin Boko. À 15h22, le président du tribunal de Cotonou, Guillaume Lali, a décidé de renvoyer l'audience au mardi 8 avril 2025 pour laisser au ministère public le temps d'examiner tout ce qui sera recueilli dans le cadre de l'ordonnance qu'il avait instruite le 13 mars dernier. Aussi, il annonce que certains témoins seront auditionnés si nécessaire. Et ce même mercredi 19 mars 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Lors de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises, dont celle relative à la mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction de nouveaux barrages avec le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazomé, Glazoué et environ. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbeji. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique, réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique en cours de réalisation
procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazumé, Glazoué et environ. Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin. En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Parlons à présent de l'atelier de capitalisation qui a réuni ce mardi tous les acteurs engagés dans l'éradication de la faim autour des acquis du projet Alliance mondiale pour une nutrition durable. C'est la commune de Parakou qui abrite les travaux de cet atelier dont le projet financé par The Hunger Project Bénin a impacté plusieurs communautés. C'est donc l'heure de faire le bilan et d'identifier les perspectives pour un avenir sans fin. Nous allons suivre. Depuis sa mise en œuvre il y a 2 ans, le projet Alliance mondiale pour une nutrition durable s'est fixé un objectif clair, améliorer l'accès des populations de Sinandé à une alimentation saine et équilibrée. Grâce au soutien financier de The Hunger Project Bénin, de nombreuses initiatives ont vu le jour, impactant directement les familles vulnérables. Et ce mardi, ici à Parakou, responsables de projet, autorités locales et bénéficiaires échangent sur les avancées réalisées et les défis qui restent à relever. La situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition est préoccupante. C'est dans ce contexte que, guidé par sa nouvelle vision qui est un monde sans fin, et en droite ligne avec ses nouvelles orientations stratégiques 2023-2027, THP Bénin a mis en place à Sinandé le projet Alliance mondiale pour une nutrition durable pour contribuer à assurer une nutrition durable pour les mères et les enfants de moins de 5 ans. L'engagement des autorités communales de Sinandé est également un facteur clé de la réussite du projet. Présent à cet atelier, le représentant du maire salue les efforts conjugués et réaffirme l'engagement de la municipalité. Il y a l'eau potable. Cette eau potable, oui, fait partie de nos difficultés, que l'administration elle-même a des soucis. Alors, s'il y a une organisation comme Ougat Project, qui est à notre trousse, qui est notre soutien, vous êtes les bienvenus. Mais les véritables bénéficiaires de ce projet, ce sont ces hommes et femmes dont le quotidien a changé grâce aux actions mises en place. Certains d'entre eux témoignent de l'impact réel du programme dans leur vie. Dans mon quartier, je suis devenu un facilitateur de règlement. C'est aussi il y a des couples qui ne s'entendent pas. Donc c'est moi qui se rends là et puis je les apaise, je les donne l'utilité de rester ensemble, l'utilité de vivre ensemble. Donc pour dire quoi, il n'y a pas de particularité entre femme et mari. Les comprimés qu'on nous a donnés, tu ne dois pas le prendre, ça va te dépasser encore. Tu prends ça de ton égal. Comme je prends les comprimés là, mon enfant grossit. Son teint là, ça brille. On me demande qu'est-ce que je dois à mon enfant. Il dit c'est le projet THP Bénin qui m'a montré comment il va garder mon enfant.
C'est sur ça que je dis mon enfant est en bonne santé. Alors que l'atelier se poursuit, les échanges permettront de définir des stratégies pour renforcer ces acquis et garantir un avenir où la faim ne sera plus une fatalité dans la commune de Sinandi. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité poursuit son exercice de contrôle inopiné dans les commerces installés sur l'ensemble du territoire national. Cette semaine, les agents de cette structure ont fait une descente à Lokossa dans le département du Mono et il a été question de contrôler les instruments de mesure dans les chambres froides et poissonneries. Un exercice de contrôle que nous résume ici Narcisse Alossé. Un début de semaine pas comme les autres pour les chambres froides et poissonneries implantées ici à Lokossa. Tenanciers et simples employés reçoivent ici la visite d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. C'est toujours dans le cadre de contrôle inopiné des instruments de mesure dans les chambres froides et poissonneries. Contrôle inopiné des instruments de mesure et l'instant d'une matinée, ces hommes et femmes ont investi des commerces vérifiant avec attention la qualité des instruments qui y sont utilisés. Le constat, c'est que nombre de ces instruments ne sont pas certifiés et les non certifiés ont été retirés des rayons de ces établissements avec des amendes prévues pour leurs propriétaires. C'est des amendes qui leur sont appliquées et par la suite, ils peuvent être poursuivis par la loi. Ils risquent la prison de 3 mois à 5 ans. 3 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme. Du coup, le chemin de la normalisation a été montré à tous les potentiels candidats à la fraude. Je leur demande de faire certifier leurs instruments de mesure dès achat. Il ne faut pas qu'ils attendent le passage de l'ANM. Et à la population, il faut qu'elles aussi surveillent les instruments de mesure dès qu'ils viennent pour l'achat des produits. La posture de veille permanente pour échapper aux commerçants véreux. Une posture qu'adopte depuis des années l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité à travers ses descentes inopinées. Des contrôles qui amènent périodiquement ses agents dans tous les coins du pays. Je l'ai annoncé en début d'édition, Cotonou accueille du 8 au 12 avril prochain la deuxième assemblée de formation et conférence du Rotary District 9103. L'annonce a été faite ce mercredi 19 mars 2025 à Cotonou. C'est à travers une conférence de presse organisée par les membres de ce district et devant les hommes, les professionnels des médias, ils ont exposé le calendrier de la rencontre qui mobilise les Rotariens de divers horizons. La Maison de l'Innovation et la foulée anti-polio sont entre autres les activités au menu de ce rendez-vous. Nous allons suivre. La joie remplit les êtres tout est beau. La deuxième assemblée de formation et conférence du Rotary District 9103 approche à grands pas. À quelques semaines de l'événement, les Rotariens annoncent déjà les couleurs. La rencontre va réunir les 3 pays membres de ce district, à savoir le Togo, le Niger et le Bénin, autour des formations, le réseautage et d'autres activités culturelles et touristiques. Un coin de voile sera aussi levé sur le mandat en cours. Notre district 9103 ne se déroge pas à la règle et donc fait la promotion de nos entreprises et de nos startups à travers cet événement. Et c'est pour cela que lors de nos AFCD, nous avons mis à disposition de nos entreprises des stands qui peuvent leur permettre de venir promouvoir leur activité. L'une des 7 causes prioritaires du Rotary est donc la lutte contre les maladies, notamment les maladies chroniques, à savoir l'hypertension et le diabète. Voilà donc un peu les raisons pour lesquelles on invite aussi bien les Rotariens qui seront présents que toutes les populations de Cotonou et environ à nous rejoindre donc le samedi 12 avril à 6h30 à la place Bulgarie pour célébrer, sensibiliser contre la polio. Avec la deuxième édition de l'Assemblée de formation et conférence du Rotary District 9003, Cotonou sera magique grâce à une panoplie d'activités concoctées pour l'occasion. Le point d'orgue de cette semaine AFCD Cotonou 2025, c'est la conférence AC sur le thème « La magie du numérique pour une société inclusive
des seniors. Ce thème est donc en lien avec le thème de l'année, qui est la magie du Rotary. Évidemment, le Rotary agit par la magie pour apporter des changements positifs dans nos vies, dans nos communautés. Le village de l'innovation est le cachet spécial de cette deuxième édition. Ce concours est une initiative novatrice organisée à l'intention des jeunes talents du district 9103 âgés de 35 ans ou moins. Il s'agit pour eux de proposer des solutions concrètes pour les défis sociétaux. Le meilleur projet recevra un soutien d'une valeur d'1 million de francs CFA. Les fidèles musulmans bouclent les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Au niveau des mosquées, la nuit est particulièrement animée puisque chaque croyant se consacre à la recherche des bénédictions des 10 derniers jours. Imet Hélène Amonsou est allée faire le constat dans une mosquée pour mieux comprendre cet engouement des derniers jours chez les fidèles musulmans. Reportage. Plus que quelques heures avant que ne s'achève le jeûne chez les musulmans, 30 jours de privations diverses au cours desquels les disciples de Mahomet sont aussi appelés à beaucoup prier, surtout les 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pendant ces 10 derniers jours, si l'on adore son Dieu, ou soit il reste debout pour adorer son Dieu, et qu'il a fait avec la foi, et qu'il espère avoir la récompense de Dieu, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui effacer tous ces mauvais trucs qu'il a fait pendant tout ce qui est passé, quoi. À la mosquée centrale de Boïkon, depuis quelques jours, l'affluence pour les prières nocturnes n'est pas des moindres. Les fidèles de tous âges sacrifient avec foi à une tradition et pour cause. Il y a une nuit là qui est très capitale, la nuit de Laylatul Qadr. Donc c'est très important pour tous les musulmans de beaucoup prier pour rencontrer cette nuit parce que personne ne sait laquelle des nuits des 10 dernières est la nuit de Laylatul Qadr. Et il y a une grande récompense pour celle ou qui a la chance de rencontrer cette nuit. La nuit du destin. Elle est considérée comme bénie par les fidèles musulmans. Ils doivent y faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon sincère pour les péchés commis. Cette prière est une obligation pour toute la communauté musulmane parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Dieu pardonne les péchés de 2 ans au moins comme ça dedans. C'est une nuit qui est très spéciale, c'est une nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que ça vaut plus de 1000 mois, c'est-à-dire plus de 83 ans d'adoration. Donc si l'on essaie s'il a pu avoir ces nuits, on dira que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a fait une grâce. Selon les écrits, c'est également durant cette nuit que le Coran a été révélé à Mahomet dans la grotte de Hira par l'ange Djibril. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes dans la religion musulmane. Elle intervient quelque temps avant l'Aïd el-Fitr. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Juste après moi, Arnaud Doumanron, journaliste au quotidien de service public La Nation, et Casimir Pédio, directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie, nous rejoignent tout à l'heure sur le plateau de l'Info Continue. Les deux invités de Wahab Alikpara abordent les impacts et les ramifications de la réforme du système partisan sur l'animation de la vie politique au Bénin. Restez donc avec nous pour la suite de nos programmes. On se retrouve très prochainement.